Dans le hall somptueux de la Banque Lumière, fleuron financier de Paris, une femme élégante, Claire Dubois, se tient droite face au comptoir, son regard calme masquant une tempête intérieure. Elle n'est pas une cliente ordinaire, mais la PDG secrète de cette institution prestigieuse, venue incognito pour tester la réalité du service client. Pourtant, en cet instant précis, elle est traitée comme une intruse, une moins que rien, par une équipe de banquiers arrogants qui, sans le savoir, creusent leur propre tombe. En 7 minutes, tout basculera. Une humiliation publique se transformera en une justice implacable. Si vous croyez que chacun mérite respect et équité, peu importe son apparence, alors tapez justice dans les commentaires et cliquez sur j'aime pour soutenir cette histoire qui vous fera bouillir de rage et vibrer d'espoir. Claire Dubois, vêtue d'un simple pull gris et d'un pantalon noir discret, pousse la lourde porte vitrée du siège principal de la Banque Lumière, située avenue des Champs, Élysée. Son sac à main, usé mais élégant, et sa coiffure naturelle, soigneusement tressée, ne trahissent rien de son statut. À ses yeux, c'est une journée comme une autre, mais pour les employés de la banque, c'est une occasion de plus pour juger, discriminer et humilier. Elle s'avance dans le hall de marbre, où les lustres en cristal scintillent et où les murmures des clients se mêlent au cliquetis des machines à compter l'argent. Claire observe, discrète, assise dans un coin, son téléphone à la main, feignant de vérifier ses messages, mais en réalité, elle scrute chaque interaction. Ce qu'elle voit la glace d'effroi. Un homme blanc en costume de luxe est accueilli avec des sourires obséquieux, escorté directement vers un bureau privé sans attendre. Une femme asiatique âgée, en revanche, est dirigée vers une chaise avec un geste sec, sans un mot de bienvenue. Un jeune homme hispanique, vêtu d'un uniforme de travail, doit présenter 3 pièces d'identité pour un simple dépôt, tandis qu'une cliente blanche, en tenue décontractée, passe en moins de 2 minutes avec un rire complice de la caissière. Après 37 minutes d'attente, alors que des clients arrivés après elle ont déjà été servis, Claire se lève et s'approche du comptoir de la caissière Emma, une jeune femme aux lèvres pincées et au regard fuyant. « Bonjour, je voudrais effectuer un retrait, s'il vous plaît », dit Claire, sa voix calme mais ferme, en glissant sa carte d'identité et un bordereau de retrait pour 120 000 €. Emma cligne des yeux, surprise par le montant. Elle examine la carte d'identité, puis Claire, puis de nouveau la carte, comme si elle cherchait une incohérence. « C'est une somme importante, » dit-elle, sa voix teintée de suspicion, attirant l'attention de son collègue Louis, un employé senior au sourire narquois. « Oui, c'est dans les limites de mon compte, » répond Claire. Toujours posée, mais déjà, les regards autour d'elle se font plus lourds. Louis s'approche, se plaçant derrière Emma, dominant le comptoir de sa stature imposante. « Un problème ici ?» demande-t-il, son ton accusateur visant directement Claire. Les têtes se tournent dans le hall, les clients observent, certains avec curiosité, d'autres avec une gêne palpable. Emma murmure quelque chose à Louis, qui hoche la tête avant de prendre la carte d'identité de Claire. Il l'examine avec une lenteur théâtrale, comme s'il jouait pour un public. « Nous devons être prudents avec ce genre de compte, » dit-il, insistant sur ce genre avec une intonation qui fait frémir Claire. « Quel genre de compte, exactement ?» demande-t-elle, son ton toujours mesuré, mais avec une pointe de défi. Louis ignore la question et se tourne vers Emma. « Vérifie l'historique du compte, voyons à quoi nous avons affaire. » À ce moment, un autre employé, Pierre, un jeune stagiaire nerveux, s'approche, poussé par la curiosité. Il chuchote à Louis, assez fort pour que Claire l'entende. Probablement une arnaque. Elle n'a pas l'air d'avoir ce genre d'argent. Un ricanement étouffé parcourt le groupe d'employés qui s'est formé derrière le comptoir, un mur d'arrogance et de mépris. C'est alors que Sophie Martin, la directrice de l'agence, entre en scène. Grande, impeccablement vêtue d'un tailleur bleu marine, elle traverse le hall avec une assurance écrasante. « Madame, » dit-elle, sans même demander le nom de Claire, son ton mielleux cachant à peine son dédain, « je comprends qu'il y a un souci avec votre demande de retrait. » Elle jette un coup d'œil au bordereau, puis à Claire, ses yeux s'attardant sur son pull modeste et son sac usé. 120 000 €, c'est une somme considérable. Puis-je savoir à quoi cela va servir? La question,
jamais posée aux clients blancs effectuant des transactions similaires ce matin-là, flotte dans l'air comme une gifle. Claire sent une colère sourde monter en elle, mais elle la contient, son visage impassible. « Je souhaite simplement accéder à mon argent », répond-elle, chaque mot pesé. Sophie hausse un sourcil, un sourire condescendant aux lèvres. « Madame Dubois », dit-elle, lisant le nom sur la carte d'identité, comme si elle doutait de son authenticité. « Ce montant ne semble pas approprié pour quelqu'un comme vous. » Les mots s'abattent comme une sentence, lourde de sous-entendus racistes. Le hall, déjà silencieux, semble retenir son souffle. Derrière Sophie, Louis croise les bras, un rictus satisfait sur le visage. Pierre, mal à l'aise, baisse les yeux, mais ne dit rien. Emma, quant à elle, tripote nerveusement une pile de formulaires, évitant le regard de Claire. « Cette banque prône la dignité », poursuit Sophie, sa voix résonnant dans le hall. « Et nous servons une certaine classe de clients. Nous ne pouvons pas répondre à votre demande ici. Le coup est direct, brutal. » Claire, PDG de cette même banque, sent une vague de rage l'envahir, mais elle reste immobile, sa dignité intacte face à cette humiliation publique. Les clients autour commencent à murmurer. Une femme âgée, Madame Leroux, assise dans un coin, serre son sac contre elle, ses yeux brillants de colère contenue. Elle chuchote à une autre cliente, une jeune femme nommée Aïcha. « Ils m'ont fait la même chose l'an dernier. Ils m'ont dit d'aller dans une agence de quartier. » Aïcha, indignée, secoue la tête. Mais aucune ne parle assez fort pour être entendue. C'est alors qu'un client, Monsieur Gérard, un homme d'affaires blanc d'une cinquantaine d'années, s'avance, sa voix pleine d'une autorité autoproclamée. « Écoutez, madame, » dit-il à Claire, son ton impatient, « certains d'entre nous ont de vraies affaires à régler ici. Si vous ne pouvez pas faire votre transaction, partez et arrêtez de faire une scène. » Ces mots, soutenus par un hochement approbateur de Sophie, font monter la tension d'un cran. Claire, toujours calme, sent le poids des regards sur elle, ceux des clients, certains compatissants, d'autres accusateurs, ceux des employés, un mélange de mépris et d'amusement. Mais ce n'est pas tout. Un autre employé, Richard, un caissier senior connu pour son attitude arrogante, s'approche et ajoute, avec un sourire narquois, « Vous venez de toucher un héritage, peut-être, ou c'est un coup de chance. Parce que, franchement, on ne voit pas souvent ce genre de personne avec ce genre de somme. » Le sous-entendu est clair, venimeux, et déclenche un rire étouffé parmi les employés. Même Pierre, le stagiaire, esquisse un sourire nerveux, poussé par la pression du groupe. Claire, toujours stoïque, glisse une main dans son sac et en sort son téléphone. « Un instant, s'il vous plaît, » dit-elle, s'éloignant légèrement du comptoir, mais restant bien en vue. Sophie, sentant sa position de pouvoir vaciller face à l'assurance de Claire, hausse la voix. « Madame, vous créez une perturbation. Si vous ne partez pas immédiatement, je vais devoir appeler la sécurité. » Elle fait signe à Antoine, le jeune agent de sécurité, qui se tient à l'écart, visiblement mal à l'aise. Antoine, à peine 23 ans, hésite, son regard passant de Sophie à Claire. « Je suis une cliente de cette banque depuis des années, » dit Claire, sa voix claire et ferme, « et j'ai fourni toutes les pièces nécessaires. Je veux simplement effectuer ma transaction. » Mais Sophie ne désarme pas. Elle se penche légèrement, son parfum coûteux emplissant l'air, et murmure, assez fort pour être entendu, « Peut-être seriez-vous plus à l'aise dans un bureau de change de quartier. Ils sont plus habitués à vos besoins. » Le mépris dans sa voix est si flagrant que même certains clients, jusqu'alors silencieux, laissent échapper un hoquet de stupeur. Madame Leroux, dans son coin, se lève à moitié, comme prête à intervenir, mais se rassoit, ses mains tremblantes. Aïcha, à ses côtés, murmure « C'est scandaleux ». Claire, toujours sur son téléphone, parle d'une voix basse, mais Claire, « Oui, c'est Claire Dubois. Je suis à l'agence principale. Il refuse ma transaction. » À ces mots, Sophie échange un regard avec Louis, qui ricane ouvertement. Elle joue la carte de l'intimidation, murmure-t-il à Richard, qui imite exagérément la posture de Claire, provoquant un nouveau rire étouffé. Mais Antoine, le gardien, commence à douter. Il remarque l'assurance de Claire, sa connaissance précise des procédures, et un malaise grandit en lui. Soudain, un autre incident vient attiser la fureur des spectateurs potentiels.
Un client, un jeune homme noir nommé Malik, s'approche d'un autre comptoir pour ouvrir un compte professionnel. Emma, distraite par la scène avec Claire, le repousse d'un geste brusque. « Prenez un numéro et attendez. On est occupé. » Malik, visiblement habitué à ce traitement, obéit sans un mot, mais son expression trahit une douleur contenue. Madame Leroux, témoin de la scène, murmure à Aïcha « C'est toujours pareil ici. Toujours. Nous. » Sophie, sentant qu'elle doit reprendre le contrôle, s'adresse à nouveau à Claire, sa voix tremblante de colère contenue. « Madame, ceci est une banque sérieuse. Nous ne pouvons pas permettre à n'importe qui de venir ici et de faire des demandes absurdes. Vous perturbez nos clients réguliers. » Elle pointe du doigt Monsieur Gérard, qui hoche la tête avec approbation. « Partez, ou je fais venir la sécurité maintenant. » Claire, imperturbable, termine son appel. « Isabelle, j'ai besoin de vous à l'agence principale. » Maintenant. Le nom d'Isabelle Laurent, directrice des opérations, fait sursauter Sophie. Une lueur d'incertitude traverse son visage, mais elle la chasse rapidement, convaincue que Claire bluffe. « Vous pensez que mentionner un nom important va changer quelque chose ?» raille-t-elle. « Nous connaissons nos clients, et vous n'êtes pas l'un d'eux. » Le hall est maintenant figé, les clients et les employés suspendus à cette confrontation. Les caméras de sécurité, discrètes dans les coins, enregistrent chaque seconde, chaque expression, chaque mot. Claire, toujours calme, jette un regard vers l'une d'elles, un éclat de détermination dans les yeux. Elle sait que tout est capturé, que chaque insulte, chaque micro-agression est immortalisée. Et elle sait aussi que dans quelques instants, tout ce petit monde arrogant s'effondrera. La tension est à son comble. Sophie, rouge de colère, fait un signe à Antoine. Escortez cette femme hors des lieux. Elle n'a rien à faire ici. Antoine hésite, ses mains tremblantes. Il regarde Claire, dont le calme contraste avec l'agitation de Sophie. « Madame, dit-il doucement, je dois suivre les ordres. » Mais il ne bouge pas, déchiré entre son devoir et son instinct, qui lui crie que quelque chose cloche. C'est alors que Madame Leroux, n'y tenant plus, se lève. « C'est une honte !» s'écrie-t-elle, sa voix frêle mais vibrante de colère. « J'ai été cliente ici pendant 20 ans, et vous m'avez traité de la même façon. Vous m'avez dit que je n'avais pas ma place ici, que je devais aller dans une petite agence de banlieue. Et maintenant, vous faites pareil à cette femme. » Les mots de la vieille dame résonnent, faisant vaciller la façade de Sophie. Les clients murmurent, certains hochent la tête, d'autres baissent les yeux, gênés. Aïcha, à côté de Madame Leroux, ajoute « C'est toujours les mêmes qui souffrent ici. Toujours. Là. » Mais Sophie, loin de reculer, double la mise. « Madame, vous aussi, vous perturbez l'ordre » lance-t-elle à Madame Leroux. « Si vous n'êtes pas satisfaite, vous savez où est la sortie. » Cette attaque contre une cliente âgée, vulnérable, fait monter la colère dans le hall. Malik, le jeune homme au comptoir, serre les poings, sa frustration visible. Même Pierre, le stagiaire, semble choqué, son regard passant de Sophie à Claire, comme s'il réalisait enfin l'ampleur de l'injustice. Claire, toujours au centre de la tempête, range son téléphone. Elle fixe Sophie, son regard perçant, et dit simplement « Vous venez de commettre une grave erreur. » Ces mots, prononcés avec une autorité froide, font frissonner l'assemblée. Sophie ricane, mais une ombre d'inquiétude traverse son visage. Les employés, jusqu'alors unis dans leur mépris, commencent à douter. Louis baisse les yeux, Richard cesse de jouer avec son stylo et Emma semble au bord des larmes. Le tic-tac de l'horloge murale résonne comme un compte à rebours. Quelque chose d'énorme se prépare et le hall tout entier le sent. Les portes vitrées s'ouvrent soudain avec un fracas et la silhouette d'Isabelle Laurent, directrice des opérations, apparaît, son visage marqué par une fureur contenue. À cet instant, le monde de Sophie Martin, de Louis, d'Emma et de tous ceux qui ont osé humilier Claire Dubois commence à s'effondrer. Le hall de marbre de la Banque Lumière, encore frémissant de l'humiliation publique infligée à Claire Dubois, PDG secrète de l'institution, s'immobilise lorsque les portes vitrées s'ouvrent avec fracas. Isabelle Laurent, directrice des opérations, fait irruption, son tailleur noir impeccable contrastant avec la fureur qui brûle dans ses yeux. Son arrivée, tel un coup de tonnerre, fait vaciller la façade arrogante de Sophie Martin, la directrice de l'agence, et de ses complices Louis, Emma et Richard.
Les clients, figés, sentent l'air se charger d'une tension électrique comme si un orage allait éclater. Claire, toujours droite, son téléphone rangé, fixe Sophie avec un regard d'acier, tandis que les caméras de sécurité capturent chaque seconde de ce drame. Ce qui se passe maintenant n'est pas seulement une confrontation, c'est une déflagration qui va ébranler les fondations de cette banque et révéler la vérité brutale sur les pratiques discriminatoires qui y règnent. La colère monte, l'injustice hurle, et la justice est sur le point de frapper avec une force implacable. Isabelle Laurent traverse le hall à grands pas, ses talons claquant sur le sol de marbre avec une cadence martiale. Chaque pas résonne comme un avertissement, un compte à rebours pour les employés qui, quelques instants plus tôt, se moquaient ouvertement de Claire. Sophie, dont le visage passe du rouge de la colère au blanc de l'incertitude, tente de reprendre le contrôle. « Madame Laurent, dit-elle, sa voix tremblante masquée par un sourire forcé. « Quel honneur inattendu! Y a-t-il un problème que je puisse résoudre pour vous ?» Mais Isabelle l'ignore, son regard perçant fixé sur Claire. « Madame Dubois, dit-elle, sa voix vibrante de respect et d'une rage contenue, je suis profondément désolée pour ce que vous venez de vivre. » Ces mots, prononcés avec une solennité rare, font l'effet d'une bombe. Les employés échangent des regards nerveux, tandis que les clients, captivés, commencent à comprendre que quelque chose d'extraordinaire se déroule sous leurs yeux. Sophie, sentant le sol se dérober sous ses pieds, tente de reprendre la parole. « Il y a un malentendu, Madame Laurent. Nous suivions simplement les protocoles de sécurité pour une transaction aussi importante. » Mais Isabelle lève une main, coupant net ses excuses. « Assez !» Son ton est tranchant, impérieux, et fait taire le hall entier. « Savez-vous qui est cette femme ?» demande-t-elle, pointant Claire du doigt. Sophie cligne des yeux, déconcertée, tandis que Louis, derrière elle, baisse la tête, son arrogance évaporée. Richard, qui ricanait encore il y a quelques minutes, semble soudain fasciné par le bout de ses chaussures. Emma, la caissière, tremble visiblement, ses mains crispées sur le comptoir. Pierre, le jeune stagiaire, reste en retrait, ses yeux écarquillés, comme s'il réalisait enfin l'ampleur de la catastrophe. Isabelle ne laisse aucun répit. « Cette femme, poursuit-elle, sa voix montant d'un cran, est Claire Dubois, la PDG de la Banque Lumière. Votre patronne. » Le silence qui suit est assourdissant. Sophie vacille, comme frappée physiquement. Louis laisse échapper un hoquet étouffé, tandis que Richard, les yeux exorbités, murmure un « non » incrédule. Emma, au bord des larmes, s'effondre presque sur son siège. Les clients, eux, réagissent avec un mélange de choc et de satisfaction. Madame Leroux, la vieille dame qui avait dénoncé les pratiques discriminatoires de l'agence, hoche la tête, un sourire amer sur les lèvres. Aïcha, à ses côtés, murmure. Enfin, Malik, le jeune homme noir ignoré plus tôt, serre les poings, une lueur de triomphe dans les yeux, mais la tempête ne fait que commencer. Isabelle brandit sa tablette, sur laquelle défilent des images des caméras de sécurité. « Nous avons tout vu », déclare-t-elle, sa voix résonnant dans le hall comme un verdict. Chaque mot, chaque geste, chaque regard méprisant. Vous avez traité votre propre PDG comme une criminelle, et ce n'est pas un incident isolé. Elle tapote l'écran et des vidéos s'affichent. Claire, attendant 37 minutes tandis que des clients blancs sont servis en priorité. Malik, interrogé avec suspicion pour une simple ouverture de compte, Madame Leroux, dirigée sans ménagement vers un siège d'attente l'année précédente. Ces images, poursuit Isabelle, montrent un schéma clair de discrimination non seulement envers Madame Dubois, mais envers tous les clients qui ne correspondent pas à votre idée étroite de ce que devrait être un client de la Banque Lumière. Sophie, désespérée, tente une dernière défense. Madame Laurent, je vous assure, c'était une question de sécurité. Nous devons protéger la banque contre les fraudes. Mais ces mots sonnent creux, et Isabelle ne la laisse pas continuer. Sécurité, répète-t-elle, son ton chargé de mépris. Vous n'avez posé aucune question à l'homme en costume qui a retiré 150 000 € ce matin. Vous n'avez pas exigé 3 pièces d'identité de la femme blanche qui a fait un dépôt de 80 000 € il y a 1 heure. Mais pour Madame Dubois, pour Malik, pour Madame Leroux, soudain, il y a des protocoles? Le mot est craché avec une ironie cinglante, et les clients dans le hall murmurent, certains hochant la tête en signe d'approbation.
C'est alors qu'un nouveau personnage entre en scène, ajoutant une couche de trahison qui fait bouillir le sang. Julien, un technicien informatique de l'agence, un homme discret aux lunettes épaisses, s'éclipse discrètement vers une salle de contrôle à l'arrière. Soupçonnant que les caméras ont tout enregistré, il tente, dans un acte de panique, de supprimer les vidéos pour protéger Sophie, avec qui il entretient une relation amicale. Mais il est trop tard. Isabelle, qui avait anticipé une telle manœuvre, a déjà sécurisé les enregistrements via le siège central. Lorsqu'un technicien de sécurité, alerté par un signal d'accès non autorisé, entre dans la salle et surprend Julien, celui-ci blêmit. Je vérifiais juste le système, balbutie-t-il. Mais son mensonge est évident. Isabelle, informée par un appel urgent, entre dans le hall avec une colère renouvelée. « Vous avez osé tenter de détruire des preuves ?» lance-t-elle à Julien, qui baisse la tête, humilié. Cette trahison, ce geste désespéré pour couvrir les agissements de Sophie, fait monter la fureur des spectateurs. Comment un employé peut-il aller si loin pour protéger une injustice aussi flagrante? Dans le hall, les employés sont maintenant divisés. Pierre, le stagiaire, semble au bord de la nausée, réalisant qu'il a été entraîné dans une situation qu'il n'avait pas anticipée. Antoine, le jeune gardien, recule d'un pas, refusant toujours d'obéir à l'ordre de Sophie d'escorter Claire dehors. « Je ne pense pas que ce soit juste », murmure-t-il, assez fort pour que Claire l'entende. Elle lui adresse un bref regard, un éclat de reconnaissance dans les yeux, mais elle reste concentrée sur Sophie, dont la façade s'effrite à chaque seconde. Soudain, un autre coup de théâtre fait grimper la tension. Les portes s'ouvrent à nouveau, et 3 membres du conseil d'administration, Charles Beaumont, président du conseil, Catherine Lefebvre et Denis Moreau, entrent dans le hall, leur visage grave. Leur présence, si rare dans une agence, est un signal clair. Ce qui se passe ici dépasse de loin une simple altercation. Charles, un homme aux cheveux gris et à l'allure imposante, s'avance, ses yeux fixés sur Sophie. « Madame Martin, dit-il, sa voix basse mais lourde de menace, savez-vous ce que vous venez de faire ?» Sophie, pour la première fois, semble à court de mots. Elle bafouille, cherchant une excuse, mais Charles ne lui laisse aucune chance. « Vous avez humilié la PDG de cette banque, une femme qui a gravi tous les échelons de cette institution par son talent et son travail acharné. Et vous l'avez fait parce que vous avez jugé son apparence. Manisa, Catherine Lefebvre, une femme élégante d'une 50aine d'années, prend la parole, sa voix tremblante de colère. « Nous avons examiné les données de cette agence, dit-elle, brandissant une tablette similaire à celle d'Isabelle. Les plaintes des clients, bien que rares officiellement, montrent un schéma clair. Les clients de couleur, les clients perçus comme moins aisés, sont systématiquement maltraités ici. Et vous, Madame Martin, avez laissé cela se produire sous votre direction. » Denis Moreau, le plus discret des trois, ajoute d'un ton glacial. « Pire encore, nous avons découvert que vous avez activement découragé les plaintes en disant aux clients mécontents de prendre leurs affaires ailleurs. » Ces révélations, tombant comme des couperets, font monter la colère dans le hall. Madame Leroux, toujours assise, se lève à nouveau, sa voix plus forte cette fois. « Ils m'ont dit exactement ça, » s'écrie-t-elle. « Ils m'ont dit que je n'étais pas assez importante pour eux, que je devais aller dans une petite agence de banlieue. 20 ans de fidélité, et voilà ce que j'ai eu. » Malik, qui a suivi la scène depuis son coin, ajoute « Moi aussi. J'ai essayé d'ouvrir un compte pour mon entreprise, et ils m'ont traité comme si j'étais un voleur. » Les murmures des clients s'amplifient. Certains commencent à filmer avec leur téléphone, capturant ce moment de vérité brute. Isabelle, toujours au centre du hall, reprend la parole. « Ce n'est pas seulement une question de mauvaise conduite individuelle, dit-elle, sa voix vibrante d'indignation. C'est une culture toxique, entretenue par des gens comme vous, Madame Martin, qui pensent que certains clients ne méritent pas le respect. » Elle se tourne vers Claire, son regard empreint de respect et de regret. « Madame Dubois, vous avez notre soutien total. Dites-nous ce que vous souhaitez faire. » Ouin. Claire, jusqu'alors silencieuse, s'avance. Son calme est presque effrayant, une force contenue qui contraste avec l'agitation autour d'elle. Elle fixe Sophie, puis Louis, Richard, et enfin Emma, ses yeux perçant à travers leur défense fragile. « Ce que je viens de vivre, » commence-t-elle, sa voix claire et autoritaire, « n'est pas un incident isolé.
C'est le reflet d'un système que vous avez tous contribué à maintenir. Vous avez jugé, vous avez discriminé, vous avez humilié, non seulement moi, mais des dizaines, être des centaines de clients qui n'avaient pas la position ou les moyens de se défendre. Elle fait une pause, laissant ces mots pénétrer l'assemblée. Puis, d'un ton glacial, elle continue. Sophie Martin, Louis, Richard, vous êtes licenciés, avec effet immédiat. Les mots tombent comme un couperet. Sophie pousse un cri étouffé, ses mains couvrant sa bouche. Louis recule comme s'il voulait disparaître dans le mur. Richard, les larmes aux yeux, tente de protester. « Mais nous suivions les ordres. C'était elle !» Il pointe Sophie, cherchant désespérément à détourner la faute. Mais Claire secoue la tête. « Vous avez fait des choix. Vous avez ri. Vous avez participé. Il n'y a pas d'excuse. » Emma, en pleurs, s'effondre sur son siège. « Je suis désolée, » murmure-t-elle, sa voix à peine audible. Claire la regarde, son expression adoucie mais ferme. Votre désarroi ne change pas ce qui s'est passé, mais il montre que vous avez une conscience. Vous aurez une chance de prouver que vous pouvez changer. Puis, elle se tourne vers Pierre, le stagiaire, qui semble terrifié. « Pierre, dit-elle, vous êtes nouveau ici. Vous avez suivi le courant, mais je vois que vous n'étiez pas à l'aise. Apprenez de ceci. Soyez meilleur. » Mais l'indignation atteint un nouveau sommet lorsque Sophie, dans un ultime sursaut d'arrogance, tente de se défendre. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» crie-t-elle, sa voix brisée par la panique. « J'ai dirigé cette agence pendant 15 ans. J'ai des résultats exceptionnels. » Claire, imperturbable, répond. « Vos résultats sont bâtis sur l'exclusion et le mépris. Vous avez construit une façade de succès en repoussant ceux qui ne correspondaient pas à votre vision étroite. » C'est fini. Lee, Antoine, le gardien, s'avance alors, bravant sa timidité. « Madame Dubois, dit-il, sa voix tremblante mais résolue, je n'ai pas voulu participer à ça. Je savais que ce n'était pas juste. » Claire lui adresse un sourire, le premier signe de chaleur dans cette tempête. « Merci, Antoine. Votre intégrité est notée. » Ce moment, simple mais puissant, contraste avec l'effondrement moral de Sophie et de son équipe, renforçant l'espoir que le changement est possible. Alors que Sophie, Louis et Richard sont escortés vers l'arrière pour récupérer leurs affaires, sous les regards médusés des clients et des employés, un dernier twist secoue le hall. Charles Beaumont, le président du conseil, s'avance et révèle une vérité choquante. Lorsque Madame Dubois a été nommée PDG, certains membres du conseil ont douté de sa capacité à diriger, non pas à cause de ses compétences, mais à cause de sa couleur de peau. Cette admission, rare et brutale, expose les failles non seulement de l'agence, mais de l'institution tout entière. Les clients, choqués, murmurent entre eux, tandis que Madame Leroux essuie une larme, touchée par cette reconnaissance publique d'une injustice qu'elle a vécue. Le hall est maintenant un champ de bataille émotionnelle. Les employés restants, dont Pierre et Emma, sont confrontés à la réalité de leurs actions. Les clients, témoins de ce drame, ressentent un mélange de colère, de tristesse et d'espoir. Claire, au centre de tout, reste une figure de force, sa présence imposante rappelant à tous que la justice, bien que tardive, est inéluctable. Mais ce n'est que le début. Les caméras continuent de tourner et les conséquences de cette journée vont résonner bien au-delà de ce hall de marbre. Le hall de marbre de la Banque Lumière, encore vibrant du choc de la révélation de l'identité de Claire Dubois, PDG secrète de l'institution, est maintenant un théâtre de justice. Les mots de Claire, prononcés avec une autorité froide et inébranlable, ont scellé le destin de Sophie Martin, Louis et Richard, licenciés sur le champ pour leur conduite discriminatoire. Isabelle Laurent, directrice des opérations, se tient à ses côtés, son regard brûlant de colère contenue, tandis que les 3 membres du conseil d'administration, Charles Beaumont, Catherine Lefebvre et Denis Moreau, observent la scène avec une gravité pesante. Les clients, figés, oscillent entre indignation et satisfaction, tandis que les caméras de sécurité continuent d'enregistrer chaque seconde de ce drame. Mais la tempête est loin d'être terminée. De nouveaux rebondissements, des trahisons plus profondes et des révélations choquantes viennent attiser la fureur collective, faisant monter l'indignation à un niveau presque insoutenable. Dans ce hall, la justice ne fait que commencer, et elle sera sans pitié.
Claire, toujours au centre du hall, fixe les employés licenciés avec un regard qui ne tolère aucun défi. Sophie, le visage déformé par un mélange de choc et de rage, tente de reprendre la parole. « Vous ne pouvez pas détruire ma carrière comme ça !» criait-elle, sa voix brisée, ses mains tremblantes agrippant le bord du comptoir. « J'ai donné 15 ans à cette banque. Mes chiffres sont impeccables. » Mais Claire, imperturbable, répond d'un ton glacial. « Vos chiffres sont construits sur l'injustice. Vous avez bâti votre succès en écrasant ceux que vous jugiez indignes. Votre carrière s'arrête ici, et c'est entièrement de votre fait. » Les mots, tranchants comme des lames, réduisent Sophie au silence. Louis, jusque-là arrogant, baisse les yeux, son assurance envolée. Richard, les larmes coulant sur ses joues, tente une dernière supplication. « Madame Dubois, je vous en prie, c'était une erreur. Je suivais juste les ordres de Sophie. » Mais Claire secoue la tête. « Vous avez choisi de rire, de juger, de participer. Il n'y a pas d'excuse pour ce que vous avez fait. » Les clients, témoins de cette confrontation, réagissent avec une intensité croissante. Madame Leroux, la vieille dame qui avait dénoncé les pratiques discriminatoires de l'agence, se lève à nouveau, sa voix tremblante mais ferme. « Vous méritez ce qui vous arrive. » lance-t-elle à Sophie. « Pendant des années, vous nous avez traités comme des moins que rien. Moi, Malik et combien d'autres. Vous pensiez que personne ne vous arrêterait. » Ces mots, chargés de décennies de frustration, résonnent dans le hall, déclenchant des murmures d'approbation parmi les clients. Aïcha, à ses côtés, ajoute « C'est toujours les mêmes qui souffrent ici. » Toujours. Malik, le jeune homme noir qui avait été ignoré plus tôt, serre les poings, son regard fixé sur Sophie. « J'ai essayé d'ouvrir un compte pour mon entreprise, et vous m'avez traité comme un criminel. Vous ne méritez pas de travailler ici. » Oh là. Mais un nouveau rebondissement fait grimper la tension à un niveau explosif. Sophie, dans un ultime sursaut de désespoir, se tourne vers Pierre, le jeune stagiaire, et tente de rejeter la faute sur lui. « C'est lui !» crie-t-elle, pointant un doigt accusateur. « C'est Pierre qui a signalé un problème avec le compte. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose de louche. » Pierre, déjà pâle, écarquille les yeux, choqué par cette trahison. « Quoi ?» balbutie-t-il, sa voix tremblante. « Je n'ai rien dit de tel, j'ai juste suivi vos instructions. » Les autres employés, jusque-là solidaires de Sophie, se tournent vers Pierre, leurs regards empreints de suspicion. Emma, la caissière, murmure à Richard. « C'est vrai, il était nerveux quand elle est arrivée. » Cette accusation injuste, visant un jeune employé vulnérable, fait bouillir le sang des spectateurs. Pierre, au bord des larmes, secoue la tête. « Je n'ai rien fait, je viens de commencer ici. J'ai besoin de ce travail. Ma mère est malade, je dois payer ses soins. » Sa voix se brise, et l'injustice de la situation, un stagiaire innocent jeté en pâture pour sauver la peau de Sophie, est presque insupportable. Claire, observant la scène, intervient immédiatement. « Assez !» Sa voix, claire et autoritaire, coupe court au murmure. « Sophie, votre tentative de rejeter la faute sur un subalterne est pathétique. Pierre n'a rien à voir avec vos décisions. Vous, et vous seul, êtes responsable de ce qui s'est passé ici. » Elle se tourne vers Pierre, son regard adouci mais ferme. « Pierre, vous avez été entraîné dans une situation que vous n'avez pas créée. Vous avez montré de l'inconfort face à ce qui se passait. Cela ne vous absout pas complètement, mais cela montre que vous avez une conscience. Vous aurez une chance de prouver que vous pouvez faire mieux. » Pierre, les larmes aux yeux, hoche la tête, visiblement bouleversé par cette seconde chance. Mais l'indignation atteint un nouveau sommet lorsque Julien, le technicien informatique qui avait tenté de supprimer les vidéos de sécurité, est ramené dans le hall par un agent de sécurité. Isabelle, furieuse, brandit sa tablette. « Julien, vous pensiez vraiment pouvoir effacer les preuves de cette honte ?» demande-t-elle, sa voix tremblante de colère. Julien, les lunettes embuées, baisse la tête. « Je voulais juste protéger l'équipe, » murmure-t-il, mais son excuse sonne creuse. Isabelle secoue la tête, dégoûtée. « Vous avez tenté de couvrir une injustice. Cela vous rend tout aussi coupable. Vous êtes suspendu, en attente d'une enquête complète. » Cette révélation, un employé prêt à détruire des preuves pour protéger des pratiques discriminatoires, fait monter la fureur dans le hall.
Les clients, déjà choqués, murmurent entre eux, certains enregistrant la scène avec leur téléphone. Madame Leroux, indignée, lance « C'est une honte, ils sont tous complices !» Antoine, le jeune gardien qui avait refusé d'escorter Claire hors de l'agence, s'avance alors, bravant sa timidité. « Madame Dubois, dit-il, sa voix claire malgré son tremblement, je savais que ce n'était pas juste. Je n'ai pas voulu participer à ça. » Claire lui adresse un regard reconnaissant. « Antoine, votre intégrité vous honore. Vous avez fait preuve de courage en refusant de suivre un ordre immoral. Cette banque a besoin de gens comme vous. » Ce moment, un rare éclat de lumière dans cette tempête de colère, contraste avec l'effondrement moral de Sophie et de son équipe, renforçant l'espoir que le changement est possible. Mais un nouveau twist vient secouer le hall. Charles Beaumont, président du conseil, s'avance et révèle une vérité encore plus choquante. « Ce que nous avons vu aujourd'hui, commence-t-il, sa voix grave résonnant dans le silence, n'est que la pointe de l'iceberg. En examinant les données de cette agence, nous avons découvert que Sophie Martin a activement étouffé des plaintes de clients pendant des années. Elle a falsifié des rapports, ignoré des enquêtes internes et même menacé des clients de fermer leurs comptes s'ils persistaient à se plaindre. » Il fait une pause, laissant ces mots pénétrer l'assemblée. Cette agence, sous sa direction, a systématiquement repoussé les clients de couleur, les clients perçus comme moins aisés, et a créé un environnement hostile pour tous ceux qui ne correspondaient pas à son image de client idéal. Cette révélation, comme une gifle, fait exploser la colère dans le hall. Madame Leroux, les larmes aux yeux, s'écrie « C'est exactement ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont dit que si je n'étais pas contente, je pouvais aller ailleurs. » Malik, jusque-là silencieux, ajoute « Ils m'ont demandé des documents inutiles pour mon compte, et quand j'ai protesté, ils m'ont menacé de signaler mon entreprise aux autorités. » Aïcha, indignée, se lève. Combien de personnes ont souffert en silence à cause d'eux? Combien? Les murmures des clients deviennent un grondement, une vague de fureur collective contre l'injustice institutionnalisée. Isabelle, toujours sur sa tablette, projette des données sur un écran mural, visible de tous. « Voici les chiffres », déclare-t-elle, sa voix vibrante d'indignation. Cette agence a le taux de rejet de compte le plus élevé pour les clients issus de minorités. Le taux d'approbation de prêts pour les entrepreneurs noirs est 3 fois inférieur à la moyenne nationale. Et le taux de départ des clients de couleur est 5 fois supérieur à celui des autres agences. Ces chiffres ne mentent pas. Ils racontent une histoire de discrimination systématique entretenue par vous, Madame Martin. Les graphiques, clairs et accablants, s'affichent en grand. Des courbes montrant des disparités flagrantes, des témoignages anonymes de clients décrivant des humiliations similaires à celles de Claire. Chaque donnée est un coup de poing, alimentant la rage des spectateurs. Sophie, maintenant acculée, tente une dernière défense, sa voix tremblante de panique. « Ce n'est pas juste moi !» crie-t-elle. « Toute l'équipe suivait mes ordres, c'est la culture de cette banque. Vous ne pouvez pas me blâmer pour tout. » Mais Claire, toujours calme, la coupe nette. Vous étiez la responsable. Vous avez créé cette culture. Vous avez encouragé vos employés à juger, à discriminer, à humilier. Et maintenant, vous en payez le prix. Elle se tourne vers Antoine. Veuillez escorter Madame Martin, Louis et Richard hors des lieux après qu'ils auront récupéré leurs affaires personnelles. Dehors. Alors que les 3 employés licenciés sont conduits vers l'arrière, sous les regards lourds des clients et des employés restants, un autre moment de tension éclate. Emma, la caissière, s'effondre en sanglots, sa voix brisée. « Je ne voulais pas. Je ne savais pas quoi faire. » murmure-t-elle. Claire s'approche d'elle, son regard scrutateur mais non dénué de compassion. « Emma, dit-elle, vous avez montré de la gêne face à ce qui se passait. Cela ne vous absout pas, mais cela montre que vous pouvez apprendre. Vous serez placé en probation. Vous aurez une chance de prouver que vous pouvez changer. » Emma, secouée par les larmes, hoche la tête, reconnaissante mais accablée par la gravité de la situation. Mais l'indignation atteint son paroxysme lorsque Sophie, en quittant le hall, se retourne et lance une dernière insulte. « Vous pensez que vous avez gagné ?» crache-t-elle à Claire, son visage tordu par la haine. « Vous ne serez jamais accepté ici. » Pas vraiment. Ces mots, venimeux et chargés de racisme, font taire le hall.
Même les employés qui avaient soutenu Sophie semblent choqués par cette sortie. Claire, toujours stoïque, répond simplement « Votre opinion n'a plus d'importance. Vous n'êtes plus rien ici. » Cette réplique, prononcée avec une autorité absolue, est un coup final, une affirmation de pouvoir qui résonne dans le hall comme un écho de justice. Alors que Sophie, Louis et Richard disparaissent dans l'arrière-salle, escortés par Antoine, le hall reste figé. Les clients, encore sous le choc, commencent à murmurer entre eux. Madame Leroux, les larmes aux yeux, s'approche de Claire. « Merci, dit-elle, sa voix tremblante. Merci d'avoir fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. » Malik, à ses côtés, ajoute « Vous avez montré à tout le monde ce qui se passe vraiment ici. » Aïcha, émue, hoche la tête. « C'est un début, Kredaku. » Mais Claire, loin de se reposer sur cette victoire, se tourne vers les employés restants. « Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas seulement la faute de 3 personnes, dit-elle, sa voix résonnant avec une autorité inébranlable. C'est la faute d'une culture que vous avez tous laissé prospérer. À partir de maintenant, chaque interaction dans cette banque sera jugée sur son équité, sa dignité et son respect. Pas seulement pour moi, mais pour chaque client qui franchit ses portes. » Ces mots, lourds de sens, posent les bases d'une transformation radicale. Alors que le hall commence à se vider, les clients partant avec un mélange d'émotions, colère, espoir, satisfaction, un dernier rebondissement secoue l'assemblée. Catherine Lefebvre, membre du conseil, s'avance et révèle une vérité qui fait frémir. « Nous avons découvert, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion, que Sophie Martin a non seulement étouffé des plaintes, mais qu'elle a également falsifié des dossiers de clients pour justifier des refus de prêts ou de comptes. Elle a ciblé des clients de couleur, des clients à faible revenu, et a manipulé les données pour faire croire que ses décisions étaient légitimes. Cette révélation, d'une cruauté calculée, est le coup de grâce. Les clients, déjà indignés, laissent échapper des exclamations de colère. Malik, les larmes aux yeux, murmure. « C'est pour ça que mon prêt a été refusé 3 fois. » Claire, toujours au centre, lève une main pour demander le silence. « Ce que nous avons vu aujourd'hui, dit-elle, est le début d'un changement. Mais ce changement ne sera pas facile. Il exigera du courage, de l'honnêteté et un engagement absolu envers l'équité. Nous allons reconstruire cette banque, non pas sur des chiffres, mais sur des valeurs. » Ces mots, prononcés avec une conviction profonde, résonnent comme une promesse, une lueur d'espoir dans un océan de colère. Alors que le hall se vide lentement, Claire reste immobile, entourée d'Isabelle et des membres du conseil. Les caméras de sécurité, silencieuses mais omniprésentes, continuent d'enregistrer. Ce qui vient de se passer n'est pas seulement une victoire personnelle pour Claire, mais un signal clair. La Banque Lumière ne tolérera plus l'injustice. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Les fondations de cette institution vont être secouées, et Claire Dubois, avec sa force et sa détermination, est prête à mener cette révolution. Le hall de marbre de la Banque Lumière, encore frémissant des secousses de la justice implacable qui vient de s'abattre sur Sophie Martin, Louis et Richard, est maintenant un champ de bataille émotionnel. Claire Dubois, PDG secrète et figure centrale de cette tempête, se tient droite, entourée d'Isabelle Laurent, directrice des opérations, et des membres du conseil d'administration, Charles Beaumont, Catherine Lefebvre et Denis Moreau, dont les visages reflètent une gravité mêlée de détermination. Les clients, témoins de l'humiliation publique de Claire et de la chute spectaculaire des employés discriminatoires, oscillent entre colère, espoir et une soif de changement. Les caméras de sécurité, toujours en marche, capturent chaque instant de ce drame, tandis que les révélations fracassantes continuent d'émerger, attisant une indignation qui atteint son paroxysme. Mais au-delà de la punition, c'est une transformation profonde qui se profile, portée par la vision inébranlable de Claire. Dans ce dernier acte, les trahisons s'intensifient, les vérités éclatent, et un ultime rebondissement révèle une blessure personnelle qui rend la quête de Claire encore plus poignante, laissant les spectateurs bouillir de rage et vibrer d'espoir. Claire, toujours au centre du hall, s'adresse aux employés restants, sa voix résonnant avec une autorité qui impose le silence. « Ce qui s'est passé aujourd'hui, commence-t-elle, ces mots pesés mais chargés d'une force indomptable, n'est pas seulement la faute de 3 individus.
C'est la faute d'une culture que vous avez tous laissé prospérer. Une culture qui a permis à l'injustice de s'enraciner, à la discrimination de devenir une norme. Cela s'arrête maintenant. Ces paroles, comme un serment, électrisent l'Assemblée. Les employés, dont Pierre, le stagiaire, et Emma, la caissière en probation, baissent les yeux, certains hochant la tête en signe de honte, d'autres figés par la gravité de l'instant. Les clients, encore présents, écoutent avec une attention presque religieuse. Madame Leroux, la vieille dame qui a dénoncé les pratiques discriminatoires, essuie une larme, tandis que Malik, le jeune entrepreneur humilié, serre les poings, une lueur d'espoir dans les yeux. Aïcha, à ses côtés, murmure. Enfin, quelqu'un qui agit. Mais l'indignation atteint un nouveau sommet lorsque Isabelle Laurent, toujours sur sa tablette, projette de nouvelles données sur l'écran mural du hall. « Regardez ceci », dit-elle, sa voix tremblante de colère contenue. Ces chiffres montrent que cette agence, sous la direction de Sophie Martin, a non seulement discriminé les clients, mais a aussi manipulé les rapports financiers pour masquer ses pratiques. Des comptes de clients issus de minorités ont été clôturés sous des prétextes fallacieux. Des prêts ont été refusés sans justification valable. Et des plaintes ont été systématiquement supprimées des registres officiels. Les graphiques, implacables, s'affichent en grand. Des courbes montrant des taux de rejet exorbitants pour les clients noirs, asiatiques et hispaniques, des témoignages anonymes de clients décrivant des humiliations répétées, des courriels internes où Sophie ordonnait à son équipe de filtrer certains clients pour maintenir une image prestigieuse. Chaque révélation est un coup de poignard, alimentant la rage des spectateurs. C'est alors qu'un client, un homme d'affaires d'origine maghrébine nommé Karim, s'avance, sa voix tremblante de fureur. « Ils ont fermé mon compte l'an dernier sans raison », s'écria-t-il, attirant tous les regards. « J'avais économisé pendant 10 ans pour ouvrir une boutique et ils m'ont dit que mon argent semblait suspect. Ils m'ont accusé de fraude sans aucune preuve. » Ces mots, chargés de douleur, font frémir le hall. Madame Leroux, à bout, ajoute « Moi aussi, ils ont refusé de renouveler mon prêt immobilier, alors que j'avais toujours payé à temps. Ils m'ont dit que je n'étais pas une cliente prioritaire. » Ces témoignages, bruts et déchirants, amplifient la colère collective. Les clients, jusqu'alors spectateurs, deviennent acteurs, leur voix s'élevant pour dénoncer des années d'injustice. Aïcha, les larmes aux yeux, lance « Combien de vies ont-ils ruinées? Combien ?» Claire, toujours calme mais animée d'une détermination féroce, lève une main pour demander le silence. « Ces histoires, dit-elle, sa voix vibrant d'une colère contenue, ne sont pas des exceptions. Elles sont la règle dans cette agence, et peut être dans d'autres. Mais je vous le promets, cela va changer. » Elle se tourne vers Pierre, le jeune stagiaire, qui se tient en retrait, encore secoué par l'accusation injuste de Sophie. « Pierre, dit-elle, son ton ferme mais empreint d'espoir. Vous avez vu ce qui s'est passé ici. Vous avez ressenti que c'était mal. À partir de ce jour, vous serez le responsable intérimaire de cette agence. » Les murmures de surprise parcourent le hall. Pierre, les yeux écarquillés, balbutie. « Moi? Mais je ne suis qu'un stagiaire. » Claire secoue la tête. « Vous êtes quelqu'un qui a reconnu l'injustice, même si vous n'aviez pas encore les moyens d'agir. C'est une base sur laquelle nous pouvons construire. Vous aurez tout le soutien nécessaire, mais je compte sur vous pour changer la culture de cette agence. » Ce moment, inattendu et chargé d'espoir, contraste avec la noirceur des révélations précédentes. Pierre, les larmes aux yeux, hoche la tête, submergé par la responsabilité, mais déterminé à prouver sa valeur. Emma, toujours en probation, observe en silence, ses mains tremblantes. Claire s'approche d'elle. « Emma, dit-elle, vous avez une chance de faire mieux. Saisissez-la. Mais sachez que chaque action sera scrutée. » Emma, reconnaissante mais accablée, murmure un « merci » à peine audible. Mais l'indignation atteint un nouveau paroxysme lorsque Catherine Lefebvre, membre du conseil, révèle une vérité encore plus choquante. « En examinant les archives internes, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion, nous avons découvert que Sophie Martin avait mis en place un système officieux de notation des clients basé sur leur apparence et leur origine.
Les clients jugés non conformes étaient systématiquement redirigés vers des services de moindre qualité ou repoussés. Ce système était connu de certains membres de l'équipe de direction régionale qui ont fermé les yeux. Cette révélation, d'une cruauté institutionnalisée, fait exploser la colère dans le hall. Malik, les larmes aux yeux, crie « C'est pour ça que mon prêt a été refusé. Ils m'ont noté comme à risque sans même regarder mon dossier. » Karim, à ses côtés, ajoute « Ils ont détruit mon rêve d'entreprise avec leurs préjugés. » Les clients, maintenant galvanisés, commencent à partager leurs propres histoires. Une femme d'origine asiatique, Madame Chen, s'avance. « Ils m'ont fait attendre 1 heure pour un simple dépôt, alors qu'un homme blanc juste après moi a été servi en 5 minutes, dit-elle, sa voix tremblante. » Un autre client, un homme âgé d'origine antillaise nommé Monsieur Dubois, ajoute « Ils m'ont dit que mon compte était trop petit pour mériter un conseiller personnel. J'ai fini par partir ailleurs. Chaque témoignage est un coup de marteau, brisant la façade de respectabilité de la Banque Lumière. » Les spectateurs, à travers ces récits, ressentent une rage bouillonnante, mêlée d'une soif de justice. C'est alors qu'un ultime rebondissement, d'une intensité déchirante, vient couronner le drame. Claire, jusqu'alors stoïque, prend une profonde inspiration et s'adresse à l'Assemblée, sa voix teintée d'une émotion nouvelle. « Ce que vous venez de voir, commence-t-elle, n'est pas seulement une injustice institutionnelle. C'est personnel. Il y a 20 ans, j'étais employé dans cette même agence, derrière ce comptoir, portant un badge de stagiaire. Et Sophie Martin, alors caissière senior, m'a traité exactement comme elle m'a traité aujourd'hui. Elle m'a dit que je n'avais pas ma place ici, que je ne serais jamais rien dans cette banque. Le silence qui suit est écrasant. Les clients, les employés, même les membres du conseil sont figés, abasourdis par cette révélation. J'ai gravi chaque échelon de cette institution malgré elle, malgré ceux qui pensaient comme elle. Et aujourd'hui, je suis ici, non pas pour me venger, mais pour m'assurer que personne d'autre ne subisse ce que j'ai subi. Cette confession, brute et personnelle, fait basculer l'émotion du hall. Madame Leroux, les larmes coulant librement, s'approche de Claire et lui prend la main. « Vous êtes une héroïne », murmure-t-elle. Malik, ému, hoche la tête. « Vous nous avez donné une voix », dit-il. Aïcha, au bord des larmes, ajoute « Merci de ne pas avoir abandonné ». Ce moment, d'une intensité presque insupportable, transforme Claire en une figure non seulement de pouvoir, mais d'espoir, une femme qui a surmonté l'adversité pour changer un système corrompu. Quelques jours plus tard, Claire se tient derrière un podium orné du logo de la Banque Lumière, face à une foule de journalistes, de caméras et de micros. L'annonce est solennelle, retransmise en direct à travers le pays. Aujourd'hui, déclare-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité inébranlable, la Banque Lumière lance l'initiative pour l'équité bancaire, un programme de 60 millions d'euros visant à éradiquer la discrimination dans nos services. Derrière elle, les membres du Conseil, dont Charles Beaumont, affichent une unité de façade, bien que les débats internes aient été houleux. Certains, réticents à admettre publiquement les failles de l'institution, ont cédé face aux preuves accablantes et à la détermination de Claire. Ce programme, poursuit-elle, investira dans la formation contre les discriminations, la transparence des données et la création d'un conseil consultatif de clients dirigé par des personnes qui ont vécu ces injustices. Assis au premier rang, Madame Leroux, Malik, Karim et Madame Chen, tous victimes des pratiques discriminatoires de l'agence, hochent la tête, leur visage marqué par une fierté contenue. Claire les désigne d'un geste. « Ces personnes courageuses, dit-elle, ont accepté de partager leurs histoires pour façonner un avenir plus juste. Elles feront partie de notre conseil consultatif pour l'équité, pour s'assurer que chaque client soit traité avec dignité et respect. » Les applaudissements, d'abord timides, deviennent assourdissants. Les journalistes capturant chaque mot, chaque image. Mais l'indignation ne s'éteint pas. Les médias, alimentés par les vidéos de sécurité divulguées et les témoignages des clients, font de l'histoire un scandale national. Les titres hurlent « Discrimination systématique à la Banque Lumière, la PDG riposte ».
Les réseaux sociaux s'enflammant, des hashtags comme Justice pour tous et Banque Lumière Scandale devenant viraux. Les clients, inspirés par le courage de Claire, commencent à partager leurs propres expériences dans d'autres agences, révélant l'ampleur du problème. Cette vague, portée par la colère et l'espoir, force la banque à agir rapidement. Dans les semaines qui suivent, Claire met en œuvre des réformes radicales. Les bonus des directeurs d'agence sont désormais liés à des indicateurs d'équité, pas seulement à des chiffres financiers. Des enquêtes anonymes auprès des clients sont analysées par démographie pour identifier les disparités. Des programmes de formation, conçus avec l'aide d'organisations de défense des droits civils, sont déployés dans toutes les agences. Et dans chaque hall, un nouveau panneau apparaît « Tous les clients méritent respect, dignité et équité ». Si votre expérience ne reflète pas ces valeurs, contactez cette ligne. En dessous, le numéro direct du bureau de Claire. Quelques mois plus tard, Claire, vêtue à nouveau d'une tenue modeste, entre dans une autre agence de la Banque Lumière, incognito. Mais cette fois, son but n'est pas d'exposer l'injustice, mais de vérifier que le changement prend racine. Elle observe, discrète, tandis qu'un employé accueille un client d'origine africaine avec un sourire sincère, traitant sa demande avec la même rapidité qu'un client blanc à ses côtés. Dans un coin, un panneau affiche les valeurs de l'initiative pour l'équité. Claire, satisfaite, esquisse un sourire. La bataille est loin d'être terminée, mais un premier pas a été franchi. Le rideau tombe sur ce drame, mais l'héritage de Claire Dubois perdure. Son courage, sa résilience et sa quête de justice ont transformé une institution corrompue, donnant une voix à ceux qui avaient été réduits au silence. Et dans chaque agence de la Banque Lumière, son ombre veille, rappelant à tous que l'injustice n'a plus sa place ici. L'histoire de Claire Dubois, PDG secrète de la Banque Lumière, confrontée à une discrimination humiliante dans sa propre institution, est une puissante leçon d'humanité, de justice et de responsabilité. Ce récit, chargé d'émotions brutes, colère, indignation, mais aussi espoir, résonne profondément dans le contexte de la culture française, où les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité sont au cœur de l'identité nationale. En tant que spectateurs, nous sommes emportés par une vague de sentiments contradictoires. La fureur face à l'injustice, l'admiration pour le courage de Claire et une réflexion introspective sur nos propres comportements. Cette histoire ne se contente pas de divertir. Elle nous pousse à examiner nos préjugés, à remettre en question les systèmes dans lesquels nous évoluons et à agir pour un monde plus juste. Voici une analyse des leçons tirées de ce drame et de leur application dans nos vies quotidiennes, ancrées dans une sensibilité française qui valorise l'équité et la solidarité. Tout d'abord, l'histoire met en lumière la persistance des préjugés dans les institutions modernes, même dans une société qui se veut égalitaire comme la France. La discrimination subie par Claire, jugée non pas pour ses compétences mais pour son apparence, reflète une réalité douloureuse. Les stéréotypes raciaux et sociaux continuent d'influencer les interactions quotidiennes. En France, où la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité » est gravée dans l'imaginaire collectif, cette injustice est d'autant plus choquante. Elle nous rappelle que l'égalité proclamée dans les textes n'est pas toujours vécue dans les faits. La leçon ici est claire. Nous devons rester vigilants face à nos propres biais, qu'ils soient conscients ou inconscients. Dans nos vies, cela signifie écouter activement les autres, remettre en question nos premières impressions et traiter chaque personne avec la même dignité, qu'elle soit un PDG ou un employé modeste. Ensuite, le courage de Claire face à l'humiliation est une source d'inspiration. Malgré les insultes et le mépris, elle reste calme, stratégique et utilise son pouvoir pour instaurer un changement systémique. Ce stoïcisme, combiné à une action décisive, incarne une valeur profondément française, la résilience face à l'adversité, couplée à un engagement pour la justice sociale. Dans notre quotidien, nous pouvons appliquer cette leçon en refusant de nous taire face à l'injustice, même lorsque cela est inconfortable. Que ce soit en défendant un collègue victime de discrimination au travail, en signalant un comportement inapproprié dans un espace public, ou en sensibilisant notre entourage aux inégalités, chaque petit geste compte. Comme Claire, nous devons apprendre à transformer notre indignation en action concrète, en nous appuyant sur la raison et la détermination.
Un autre enseignement majeur est l'importance de la responsabilité collective. L'histoire montre que la discrimination à la Banque Lumière n'était pas seulement le fait de quelques individus, mais le résultat d'une culture institutionnelle toxique. En France, où le collectif occupe une place centrale dans la société, pensons aux mouvements sociaux ou aux valeurs de solidarité, cette leçon résonne particulièrement. Elle nous invite à examiner les environnements dans lesquels nous évoluons, nos lieux de travail, nos écoles, nos communautés. Sommes-nous complices, même passivement, d'injustices systémiques? Avons-nous fermé les yeux sur des comportements discriminatoires par peur de nous impliquer? L'exemple de Pierre, le stagiaire, qui a ressenti l'injustice mais n'a pas osé agir, est un miroir pour nous tous. Dans nos vies, cela signifie oser prendre la parole, soutenir les victimes d'injustice et exiger des changements structurels, même si cela demande du courage. Enfin, l'histoire de Claire souligne le pouvoir de la persévérance et de la rédemption. 20 ans après avoir été humiliée par Sophie Martin, Claire est revenue non pas pour se venger, mais pour transformer une institution défaillante. Cette quête, à la fois personnelle et universelle, reflète une valeur française essentielle: la capacité à tirer des leçons du passé pour construire un avenir meilleur. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cette leçon en apprenant de nos erreurs, en reconnaissant nos faiblesses et en travaillant à nous améliorer. Comme Emma, placée en probation, nous avons tous la possibilité de changer, de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Cela demande de l'introspection, de l'humilité et un engagement à apprendre des expériences des autres. En conclusion, l'histoire de Claire Dubois est un appel à l'action pour chacun de nous. Elle nous rappelle que la lutte pour l'équité est un combat de tous les instants, nécessitant courage, vigilance et solidarité. Dans une société française qui aspire à l'égalité, nous devons être les artisans de ce changement, en commençant par nos propres actions. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la justice et en l'égalité, agissez dès maintenant. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo pour sensibiliser vos proches et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes. Et surtout, laissez un commentaire avec le mot équité pour montrer votre soutien à un monde où chacun est respecté, peu importe son apparence ou son origine. Ensemble, faisons entendre notre voix pour un avenir plus juste.